dans 5 secondes. Bonjour à tous, bienvenue sur ce 5e séminaire sur la Covid-19 organisé par les Hospices Civils de Lyon. Je suis Jean-Christophe Richard, réanimateur à l'hôpital de la Croix-Rousse, et mon co-chairman est Thomas Perpoint, qui est infectiologue à l'hôpital de la Croix-Rousse. Vous le savez, ce séminaire est interactif et donc vous pouvez poser des questions via le chat, questions auxquelles nous tenterons de répondre en fin de webinaire. Vous pouvez aussi poser des questions sur l'adresse mail suivante, webinaire@chu-lyon.fr, et nous essayerons d'y répondre la semaine prochaine. Alors voici le programme du jour. Nous allons débuter avec un point épidémiologique par le docteur Charles-Hervé Vacheron, puis un point virologique, et enfin nous aborderons la thématique du jour avec le docteur Cyrielle Cossy, endocrinologue, sur le thème Covid-19 et obésité. Et sans plus attendre, nous allons débuter avec le point épidémiologique. C'est à vous, Charles-Hervé. Activez votre micro. Monsieur Vacheron, activez votre micro. Oui, désolé, avec le contrôle, j'arrivais plus à remettre mon micro. Je suis bien désolé. Pas de problème. C'est bon, vous pouvez démarrer. Donc me revoilà. Donc désolé pour le petit faux pas. Donc on va attaquer directement par les courbes d'incidence dont vous pouvez voir actuellement le déroulé donc dans le Rhône uniquement. Il fait des causes d'incidence, du taux d'incidence depuis le mois d'août, avec une grande ascension qu'on a vue. Et sur les 2 dernières semaines, globalement, moi et mon collègue le docteur Mathieu Fauvernier, qui vous présentons ces points Covid, on a été assez timorés sur l'évolution de la maladie, suite à plusieurs facteurs que je vous expliquerai en fin de présentation. Par contre, là, ça fait une semaine qu'on voit une descente très nette et très large dans toutes les catégories d'âge. Hein. On a tous les 30-60 en haut, les moins de 30 en rouge et les plus de 60 en vert. Toutes les catégories d'âge sont atteintes par cette baisse. Si jamais on continue, on voit que même non seulement toutes les catégories d'âge, mais toutes les métropoles de France sont atteintes par cette baisse, avec en vert Saint-Étienne, en noir Lyon, Marseille et Paris, qui subissent toute la même baisse, avec une diminution quasiment par 2 de leur taux d'incidence au cours de ces 2 dernières semaines. Quand on prend des critères durs, qui n'est pas le taux d'incidence, on remarque que ça fait 1 semaine et demie à peu près qu'on observe un plateau d'hospitalisation. Donc c'est la courbe rouge que vous voyez là, qui vous entend 1850, 1900 hospitalisations au sein du Rhône, et un semblant de plateau de la réanimation qui a évolué de 272 patients au début de la semaine dernière à 292 aujourd'hui. Pourquoi je vous dis que ça c'est des critères durs? Parce qu'en fait, le taux d'incidence, c'est quelque chose qui est extrapolé. En théorie, le taux d'incidence, c'est un nombre de cas sur une population étudiée sur une durée prédéterminée, qui est très différent de ce qu'on fait, puisque nous, on fait le nombre de tests positifs sur une durée et sur une population étudiée. En fait, quand on regarde bien, quand on prend le nombre de tests positifs, évidemment, on prend le nombre de malades et le nombre d'asymptomatiques, ce qui fait déjà varier ce taux d'incidence. Mais en plus, on est sujet aux caractéristiques intrinsèques des tests qui sont largement discutés sur Internet, avec des faux positifs et des faux négatifs, mais qui sont constants au cours du temps. Et c'est surtout chez les patients qui subissent le test. Et là, il y a plusieurs facteurs qui peuvent influer sur les patients qui vont subir le test, que ce soit le nombre de tests disponibles. Au début de la maladie, c'était pas vraiment c'était un problème. La stratégie de dépistage mise en place, est-ce qu'on va dépister uniquement les cas qui se présentent à l'hôpital symptomatiques ou est-ce qu'on va dépister tout le tout venant avec n'importe quel cas contact? Et enfin, les facteurs sociaux, par exemple, dans les 2-3 dernières semaines, on a subi un confinement qui ont pu faire évoluer le nombre de personnes qui allaient passer ce test pour des raisons purement sociales.
Si demain, le gouvernement disait que toute personne qui sortait de chez elle devait passer un test PCR Covid, on aura un taux d'incidence qui exploserait dû à un surplus de tests et probablement dû à un surplus d'asymptomatiques. Au final, ce taux d'incidence, je pense qu'il faut de toute façon l'interpréter de façon précautionneuse. La meilleure façon de l'interpréter, c'est tout d'abord par rapport à celui de la veille, là où il y a le moins de changements et le moins de variations. Sans prendre en compte la valeur absolue, évidemment, on ne compare pas, je vous avais fait un petit topo là-dessus il y a de ça 2 semaines, on ne compare pas 2 taux d'incidence de 2 pays différents, parce qu'ils ont des stratégies de dépistage différentes, un accès aux tests qui sont différents. Et attention à tout changement de sociétal ou de politique de santé publique, on n'évalue pas un taux d'incidence le lendemain d'un confinement ou le lendemain d'un déconfinement d'ailleurs. Voilà, je vous remercie et je laisse la parole à la présentatrice suivante. Ok, merci beaucoup Charles Hervé pour cette clarification de ces chiffres qu'on suit au quotidien et pour lesquels il faut prendre un peu de recul. On passe tout de suite au point virologique avec le docteur Yahya Mekki de la Croix-Rousse. Et je te donne la parole, Yahya. Bonsoir tout le monde, je remercie tous les organisateurs et notre institution de nous avoir mis ce webinaire qui nous a donné un peu plus de champ pour discuter de cette pathologie. Rapidement, je présente, non pardon, c'est ici. Voilà. Donc, je présenterai le SARS-CoV-2, pardon, le titre. Chez la femme enceinte, le fœtus et le nouveau-né. Je ne fais aucun rappel sur le virus, puisque M. Lina, qui est le chef de service, a bien présenté à 2 reprises tout ce qui est virologie, aspect. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est surtout pourquoi il y a moins d'atteintes chez les fœtus, chez toutes les femmes enceintes. On a des femmes enceintes qui sont infectées où elles présentent des cas sévères, tels que les diabétiques, tels que les obèses. Et par contre, dans la majorité des cas, il n'y a pas d'atteinte fœtale et la grande majorité des études ne montrent pas d'infection. Parce que j'ai appris quelque chose de récent en travaillant ça depuis 4 heures du matin, en topo, c'est que, au niveau de tout ce qui est donc la membrane amniotique, de développement de la grossesse, il y a le récepteur de l'angiotensine de conversion type 2. Par contre, il n'y a pas le corécepteur qui est le TMPRSS2, d'où la non-action ou immunophysiopathologie du virus et non passage chez le fœtus. Et c'est pour ça qu'on était étonné depuis le début par rapport à l'épidémie de Zika, où d'emblée les obstétriciens dont notre équipe lyonnaise, M. Cyril Huissou, M. Gaucheron, l'équipe Lyon Sud, donc toute l'équipe, on a tout de suite constaté la pathologie de Zika chez le fœtus avec les microcéphalies et les atteintes. Là, il n'y a pas, quelques rares cas, donc la majorité d'infections virales chez quelques rares cas. Je vais l'expliquer dans la diapo suivante rapidement. Qu'est-ce qu'on voit? On voit sur le plan quels sont les prélèvements à faire chez la femme enceinte si elle est PCR positive au niveau d'un prélèvement nasopharyngé. En antinatal, on ne fait rien, bien sûr, c'est la maman. Par contre, dès qu'on est dans le premier trimestre et si on a donc un avortement, la meilleure façon, c'est, d'après cette étude, dans la publication, les références sont en bas de la diapo, ils font un prélèvement, un écouvillon vaginal, et on fait donc une PCR, RT-PCR. Dans le cas du second et troisième trimestre aussi, on fait un prélèvement au niveau génital et on recherche le coronavirus. Seulement par rapport au niveau fœtal, on prélève le liquide amniotique, on fait une PCR sur le liquide amniotique, on fait aussi sur tout ce qui est par rapport à la femme enceinte, soit sur le placenta, et on va voir quelque chose d'intéressant, soit sur le son du cordon, le cordon lui-même, et quand il y a une mort fœtale, bien sûr, et soit avortement, soit mort fœtale, on fait les nécropsies, le cœur, le foie et le poumon, et tout cela passe bien sûr en histo et immunohistochimie, en anapathe, et on peut faire des PCR sur ces prélèvements. Chez le nouveau-né, on fait tout de suite les prélèvements quand on veut savoir s'il est atteint ou pas. On peut prélever les liquides amniotiques avant la rupture de la membrane quand c'est un accouchement organisé, et surtout si on prévoit une césarienne, à ce moment-là, on peut prélever le liquide amniotique. Après, on récupère le placenta
aussi une PCR sur le son de cordon. Sur le cordon ombilical lui-même, on peut le prendre et l'analyser. Et aussi, surtout, les prélèvements au niveau, chez le nouveau-né, les prélèvements de surface qu'ils appellent de surface, du nez, de nasopharyngé, pourquoi pas peut-être oculaire. Et surtout, on a un paramètre en sérologie chez le nouveau-né, c'est les IgM. Je parle un peu vite parce que je suis limité dans les 5 minutes. C'est un vrai test. La majorité de cette étude, 40 cas, on va au début, qui confirme ou exclut une transmission materno-fœtale. Il y a eu donc 36 PCR, les tests chez les nouveau-nés au niveau rhinopharyngé. On a eu 12 sur soit prélèvement écouvillon rectal, anal ou même sur les selles et le suc gastrique. Par contre, on a eu juste 2 examens en IRM, en scanner, pardon. Et puis par contre, 14 amniosynthèses, 13 PCR sur le sang du cordon, 12 PCR sur le placenta. On a fait 9 PCR sur le lait maternel pour voir s'il est contaminé ou pas. Et on a trouvé du virus. Et puis, au niveau des sécrétions, bien sûr, génitales, ça je l'ai dit. Au niveau aussi rectal chez la maman. Et puis, ce qui est important aussi, c'est les sérologies IgG, IgM. Chez les nouveau-nés, les IgG, ça ne sert à rien parce que ça peut être les IgG de la mère. Et puis surtout, le rôle de l'histopathologie sur les 5. Et vous voyez le pourcentage ici, c'est 90% du confirmation d'un diagnostic positif chez un nouveau-né, c'est l'écouvillon nasopharyngé. 30%, bien sûr, les autres prélèvements chez le nouveau-né. Et on voit le rôle de l'amniosynthèse avec l'RT-PCR, 35%, 32% sur le sang du cordon. Et sur cette diapo, rapidement, on voit que dans le cas du Covid, parce que j'ai aussi des notions de ne pas parler trop sur le plan clinique, je laisse la chance à au cinquième webinaire pour que nos collègues obstétriciens parlent de la clinique. 74%, donc 78% de césariennes, donc pour éviter la contamination. Et puis on a les indications césariennes dues au Covid, on est à 55% et 21% accouchement par voie basse, avec une durée d'accouchement de la gestationnelle entre 25 et 41. Ça, c'est un cas publié par l'équipe Alzomara où la maman et le fœtus, les deux, la maman elle était PCR positive au niveau rhinopharyngé, sérologie négative, c'était le 29 mars, le 30 mars toujours sérologie négative, alors qu'elle était PCR positive rhinopharyngé, et on voit que le nouveau-né, le 29, il était IgG et IgM négatif, RT-PCR, donc au bout de même pas de 24 heures, il est devenu positif, et à ce moment-là aussi 2 jours, 31-3 positif. Par contre, il n'a pas développé des IgM, mais la maman, le 2 avril, elle est devenue IgG, IgM positif. Donc, sur cette diapo, un cas comme ça, on constate que dès qu'on a une PCR rhinopharyngée positive chez la maman, lors de l'accouchement, on peut tout de suite établir une PCR chez le nouveau-né. Et ce cas, il nous montre qu'il y a eu une transmission verticale, materno-fœtale, parce que le nouveau-né, il est né par césarienne, il n'a touché aucune surface, ni de la maman, ni elle l'a pris, ni elle l'a allaité. Tout de suite, ils l'ont pris stérilement, bien sûr, les obstétriciens et les sages-femmes, et ils ont fait tout de suite un prélèvement, et là, ils ont confirmé qu'il était PCR positif. Mais surtout, j'arrive, voilà. Dans cette, non, hop, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été trop loin. Dans cette publication, où le cas qui nous intéresse, c'est celui-ci, là où il y a le pointeur. Le premier cas, c'est Ebola chez une femme enceinte, et on a trouvé au niveau placentaire par l'analyse immunohistochimique avec marquage avec des anticorps anti-Ebola. Ici, c'est le Zika avec la lésion au niveau placentaire. C'est le premier cas qui est publié en novembre 2020, là, ce mois-ci, où on a prélevé le placenta avec immunomarquage et on a trouvé du SARS-CoV-2 positif au niveau placentaire. Donc, on peut avoir une contamination materno-fœtale à SARS-CoV-2, même si c'est moins fréquent, mais on peut le confirmer. Ici, on récupère un peu l'ensemble des données. La rubéole CMV, le parvo, c'est mon dada parce que je suis membre expert au niveau du CPDPN aux Hospices civils de Lyon. Et donc, on a l'habitude de rechercher ces virus. Par contre, le SARS-CoV-1, vous voyez qu'au niveau d'effet sur le fœtus, on a le MERS, 27% d'atteinte et de mort fœtale, et alors que le SARS-CoV-1,
de 2002-2003, il y a eu très peu de cas, c'est en Chine et en Asie. On a eu aussi donc mort fœtale rapide au premier trimestre ou bien accouchement prématuré avec retard de croissance. Dans le cas du SARS-CoV-2, on a soit donc mort fœtale, soit surtout les signes de prééclampsie like, on l'appelle like, c'est pas une prééclampsie, vraie prééclampsie, mais surtout par rapport à l'inflammation qui donne ces symptômes. À ce moment-là, on a aussi une augmentation de l'incidence de retard de croissance, mais il y a des publications qui disent oui, d'autres qui disent non, il n'a pas été démontré. Seulement des atteintes respiratoires chez le nouveau-né, ça a été remarqué. Et puis, on voit ici surtout une atteinte chorioamniotite aiguë, avec infiltration des macrophages des lymphocytes chez le fœtus, au niveau du fœtus, et surtout au niveau donc maternelle, on constate une présence avec d'une atteinte inflammation au niveau des cellulales et surtout on voit des inclusions virales au niveau donc des syncytiaux trophoblastes. Donc c'est une nouveauté, même pour moi je ne le savais pas jusqu'à hier. Je pensais, parce que toutes les publications ils disent il n'y a pas de passage, il y a eu juste infection du nouveau-né, le fait de l'allaitement ou le fait que le virus il est sur la maman au moment de l'allaiter, elle n'a pas mis de masque, elle a éternué, elle a embrassé, elle a transmis le virus à son fœtus. Et je vais faire rapidement sur cette diapo où on montre deux cas où il y a eu donc une amniosynthèse à J2 ici, à ce niveau-là, et on voit ici que une pro-inflammation avec des dédimères très élevés chez les mamans enceintes, avec une interleukine 6 aussi élevée. Et qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté que l'inflammation immunologique avec le nuage cytokinique, il provoque cette atteinte au niveau maternel chez la maman, qui la rend dans un état grave, soit en soins intensifs, soit en réanimation. Et surtout, je vais m'arrêter avec la diapo suivante, deux cas, les deux cas que j'ai montrés ici. À ce moment-là, dans les deux cas, on a eu un œdème cutané qui a été montré, ça c'est le premier cas, le deuxième cas, et au bout de 15 jours à peu près, élimination de l'œdème, et donc on a compris que la réponse immunitaire si forte, elle provoque cette inflammation et cet œdème. Et je termine avec cette diapo, c'est que on va intéresser nos amis psychiatres. Pour quelle raison? Parce que le nuage cytokinique, avec l'élévation des protéines d'inflammation très fortes, telles que l'interleukine 6, l'ensemble des cytokines, il peut provoquer soit une schizophrénie, soit de l'autisme. Donc, il y a l'équipe de Lille qui s'est intéressée. J'ai trouvé cette publication très importante. En montrant cette augmentation, peut-être nous allons avoir une population qui est née en 2020 ou en 2021 à cause du Covid, qui vont nous développer soit une augmentation de schizophrénie ou de l'autisme. Mais ça, est-ce que c'est dans 10 ans, 15 ans, 20 ans? Peut-être ce serait intéressant déjà de montrer, je conclus, que le virus il peut passer de la mère à l'enfant, au fœtus, qu'elle peut le contaminer à la naissance. Ce qui est important, on peut faire la PCR sur le liquide amniotique, mais surtout à la naissance. Maintenant, on a des tests très rapides, soit tests antigéniques, soit tests sérologiques avec IgG/IgM. Et chez le nouveau-né, on peut faire les deux. Et même chez la femme qui rentre pour accoucher en urgence, si elle n'est pas connue, on peut les faire. Donc, j'ai trouvé un peu ce qui est intéressant par rapport à cela. Merci à vous. Merci beaucoup Yaya pour cette présentation très intéressante qui pose pas mal de questions sur l'évolution à long terme des contaminations maternelles-fœtales. On va passer maintenant au sujet suivant avec une présentation du docteur Cyrielle Cossi sur un sujet majeur qui est Covid-19 et obésité. C'est à vous Cyrielle. Bonsoir à tous. Merci beaucoup pour cette opportunité de pouvoir parler un petit peu des liens entre l'obésité et le Covid-19. Vous savez qu'ici, à Lyon Sud, on est le centre intégré de l'obésité. C'est donc une thématique qui nous a beaucoup préoccupés, qui nous préoccupe encore et pour laquelle on s'est également beaucoup mobilisé. Donc, le thème, c'est bien entendu Covid-19 et obésité. Je vais commencer par les premières données qu'on avait pu avoir issues notamment des cohortes chinoises. Ça, pour vous replacer dans le contexte, on était fin février, début mars. On commençait à avoir dans les publications scientifiques une bonne idée des facteurs de risque de forme sévère de Covid-19 issus justement de ces populations chinoises. Je vous montre un exemple ici. Et on avait identifié la BPCO, la coronaropathie, le diabète, l'HTA, l'AVC.
Et on était quand même très surpris, nous qui sommes effectivement bien focalisés sur les problèmes de surpoids et d'obésité, de ne voir apparaître aucune notion ni d'obésité et surtout aucune donnée sur l'IMC de ces patients chinois qui étaient hospitalisés pour une infection au Covid-19. Et puis, vous savez, c'est quelque chose qu'on a tous vécu il n'y a pas si longtemps, il y a l'expérience clinique. L'expérience clinique qu'on a très vite vu émerger, et notamment nos collègues de réanimation qui commençaient à nous dire, mais on voit quand même beaucoup de patients atteints d'obésité en réanimation en ce moment, au moment où on était en pleine première vague épidémique. On avait aussi une forte expérience de ce qui s'était passé dans la pandémie H1N1 de 2019, où là, clairement, les données solides dans la littérature ont clairement identifié l'obésité comme un facteur de risque de forme sévère, voire de mortalité, sur des grandes cohortes, notamment internationales, et ce qui a très vite conduit la communauté du monde en fait de l'obésité à s'inquiéter, des éditoriaux qui sont parus très tôt au mois de février-mars pour vraiment alerter. Il y a eu des revues, surtout dans des journaux un peu plus grands de généraux, notamment Le Monde, qui ont rapporté des prévalences et l'obésité comme un possible facteur de risque. Et puis on voyait émerger des petites séries de cas des pays occidentaux avec un nombre important de patients obèses en réanimation. Et donc, il nous a paru, nous, important de très vite répondre à cette question de manière un peu plus scientifiquement prouvée, on va dire, et surtout avec en arrière-pensée la question de se demander si finalement cette surreprésentation qu'on avait l'impression d'avoir en réanimation, est-ce que c'était le reflet d'une société dont on sait que l'épidémie d'obésité augmente, et comment on pouvait quantifier en fait ce ratio. Donc, ce qu'on a fait, c'est une étude qui a mobilisé tous les services qui ont pris en charge des patients Covid, les réanimations et les services non réanimatoires lors de la première vague, en faisant comme une photographie des patients hospitalisés le 27 mars, donc au plein pic de la première vague. Et ça nous a permis, en analysant justement les données de poids de ces patients, de voir que oui, la prévalence de l'obésité dans des formes sévères, c'est-à-dire les formes hospitalisées, était bien plus élevée qu'attendue en population générale, et ça pouvait atteindre jusqu'à 2 fois plus élevé en réanimation, et ce travail, on l'a confirmé avec des données de réanimation de l'équipe lilloise. On a aussi montré dans ce travail que, en réanimation, comparé à des populations réanimatoires, on va dire plus classiques, dans des mêmes périodes saisonnales, on avait effectivement aussi dans cette période de Covid, d'infection au Covid, une surreprésentation avec là encore une augmentation quasiment 2 fois plus importante de patients atteints d'obésité dans les services de réanimation, et ceci bien entendu ajusté en fonction de l'âge et le sexe. Nous avions un effectif relativement restreint, 110 patients de réanimation à Lyon, 124 à Lille, mais lorsqu'on en faisait des analyses un peu plus poussées, l'obésité restait un facteur associé à l'hospitalisation en réanimation, malgré l'ajustement à d'autres facteurs de risque bien connus. Donc, premier constat, oui, effectivement, l'obésité est surreprésentée parmi les formes graves qui nécessitent une hospitalisation et une admission en réanimation. Une fois qu'on se place dans les patients réanimatoires, la question qui a été aussi posée par nos collègues à Lille, c'était de savoir si l'obésité était en fait un surrisque de recours à l'intubation pour ventilation mécanique. Et ça a été très joliment démontré par l'étude de François Patou, publiée dans Obesity, qui nous montre effectivement qu'il y a une prévalence qui augmente dans les recours à l'intubation lorsque la sévérité de l'obésité augmente, avec jusqu'à 85% des patients intubés pour des IMC supérieurs à 35. Et donc, nous avions regardé les données que nous avons pu collecter à Lyon sur une population un peu plus large, 290 patients de réa, et on a pu également montrer qu'il y avait la confirmation d'un recours à l'intubation pour ventilation mécanique en réanimation. On a vu émerger aussi beaucoup d'articles un petit peu très prématurés. C'est la première fois qu'on voit des méta-analyses de petits effectifs avec 5 publications, très peu de cas, mais néanmoins, en tout cas, ces données confirment le risque d'intubation pour ventilation mécanique en réanimation chez les patients obèses comparé aux patients non obèses. Donc, un surrisque également de gravité parmi les patients graves, on va dire, de réanimation. Et la question qui se pose, c'est que, bien entendu, on l'a vu, l'obésité est souvent associée à d'autres facteurs de risque qui étaient connus initialement, l'hypertension, les coronarapathies et le diabète de type 2. Et on sait que ces deux pathologies sont extrêmement intriquées. Et je voulais du coup vous montrer les résultats de l'étude Coronado, qu'on peut aussi saluer pour la très grande mobilisation, là encore française,
dans un temps record qui a permis de constituer une base de données de patients infectés de Covid-19 hospitalisés dans 53 sites en France. Entre le 10 mars et le 31 mars, plus de 1317 patients ont été inclus dans cette database, ce qui nous a permis d'un peu mieux savoir le devenir des patients diabétiques de type 2. Brièvement, puisque ce n'est pas vraiment le sujet d'aujourd'hui, mais comme les choses sont impliquées, on a des gens d'âge assez mûr, 70 ans, 90% de diabète de type 2 et l'IMC moyen, vous voyez, déjà un petit peu élevé à 28,4 kg par mètre carré. Et cette étude, elle a étudié 2 critères principaux dans la première publication qui est publiée dans Diabetologia pour ceux qui auront envie d'aller la regarder plus en détail. C'est un critère composite qui inclut la mortalité ou l'intubation à J7 ou bien la mortalité à J7. Et les résultats de cette étude sont extrêmement intéressants sur la question de l'obésité. Je vous reprends les principaux résultats qui sont principalement de savoir que c'était majoritairement des diabétiques de type 2, donc on était plutôt rassurés pour nos diabétiques de type 1. Un patient sur 3 était intubé ou décédé, ce qui confirme bien l'importance du diabète dans la sévérité du Covid-19. Mais quand on regarde un petit peu l'encadré qui m'intéresse et moi particulièrement, même chez les sujets diabétiques de type 2, eh bien, comme en population générale, eh bien, c'est l'excès de poids qui est un facteur de risque indépendant de forme sévère de Covid-19. Donc, on a bien l'impression d'avoir un effet, en tout cas, cumulatif de gravité lié à l'effet poids. L'étude Coronado a été le fruit d'un deuxième travail auquel nous avons contribué, plus de patients cette fois-ci puisque les inclusions s'étaient poursuivies, 1965 patients là simplement diabétiques de type 2 et on a regardé justement le lien entre l'obésité et les formes sévères de Covid-19 et là encore, comme vous le voyez, on retrouve cette association claire dès le surpoids avec une association entre le critère de jugement principal qui était donc toujours le décès ou l'intubation à J7 avec une association significative dès le surpoids et qui augmente significativement jusqu'à 2 fois plus importante dans l'obésité de grade 1 et l'obésité de grade 2, bien entendu, toujours après ajustement de tous les autres facteurs de risque cardiovasculaires ou connus pulmonaires, la BPCO, le syndrome d'apnée du sommeil, l'HTA, les complications micro-macrovasculaires, l'âge et le sexe. Donc un point fort. Par contre, ce qu'il faut bien noter, c'est qu'on est très tôt, on est sur des données à J7, donc les données d'analyse sur le devenir de ces patients diabétiques à J28 sont en cours d'analyse. L'association, elle est fortement tirée par l'intubation dans cette étude et quand on regarde le décès, il n'est plus significatif. Donc, on a quand même moins de gravité en termes de critères, on va dire, de gravité ultime. Et se pose donc la question du facteur de risque de mortalité et obésité en lien avec l'infection au Covid-19. Une autre étude qui a été publiée cet été a permis de donner des premières données. C'est une étude extrêmement intéressante. Elle reprend des données rétrospectives de sujets qui sont suivis dans le système de soins et d'assurance de soins de Kaiser Permanente aux États-Unis, en Californie. Vous le savez, le système de soins est différent aux États-Unis et donc quand on est dans un système d'assurance de santé, ces systèmes-là ont accès à beaucoup de données médicales de leurs assurés. Et donc, la force de cette étude aussi, c'est qu'elle a permis de prendre en compte les patients non hospitalisés, ce qui est toujours assez rare à capturer. Et donc, on voit bien là que dans cette étude, après, bien entendu, ajustement sur d'autres facteurs de risque, c'est l'obésité la plus sévère, des IMC au-delà de 40 kg par mètre carré qui sont associés à la mortalité des patients infectés du Covid-19 dans ce système de soins, avec un risque 2 fois plus important, voire 4 fois plus important dans les obésités les plus gravissimes, avec des IMC supérieurs à 45. On se rappelle que c'est une étude américaine, nord-américaine. L'extrapolation sur des données européennes ou françaises n'est pas certaine, mais néanmoins, c'est un signal assez fort. Et cette association, quand on regarde la stratification par le genre, elle est beaucoup plus marquée chez les hommes que chez les femmes dans cette étude. Une autre étude qui a été menée en collaboration toujours avec François Patou à Lille, qui a été extrêmement proactif dans cette question du lien entre l'obésité et les formes sévères de Covid-19, a été d'un effort cette fois-ci international multicentrique. Vous voyez, plusieurs pays ont participé, y compris la France et le centre de Lyon, grâce à la cohorte notamment de Florent Vallée, que je salue au passage, et je remercie de tous ces efforts qu'il a fournis justement pour améliorer les connaissances
des caractéristiques des patients de réanimation en lien avec leur IMC. Là, on a 1500 patients inclus dans cette étude et on a effectivement regardé leur devenir. Donc, on retrouve toujours ce lien fort, je pense, qui maintenant est bien confirmé dans plusieurs études indépendantes, de l'association, et c'est une association linéaire. Plus l'IMC augmente, plus on a de recours à l'intubation pour ventilation mécanique, et c'est vrai après un modèle complètement ajusté sur différents facteurs de risque de gravité, et y compris l'âge et le sexe, et là ajusté aussi sur le centre, puisqu'on était sur un critère multicentrique international. En revanche, de manière très intéressante, c'est une association non linéaire qu'on met en évidence avec la mortalité, et vous voyez bien sur ces courbes, ici même dans le modèle complètement ajusté, eh bien que ça décroche clairement et la mortalité augmente de manière beaucoup plus importante pour les IMC les plus élevés, l'obésité de classe 3 ou l'obésité qu'on appelle morbide. Et donc, on a l'impression quand même que la mortalité, elle, concerne plutôt les obésités les plus sévères. Alors, la dernière question que je vais traiter ce soir, c'est pourquoi. Et je pense que c'est quelque chose que beaucoup de gens se demandent. Eh bien, pourquoi est-ce qu'il y a une association aussi forte entre l'obésité, l'IMC et les formes sévères ? Alors, vous imaginez bien qu'on n'a pas encore beaucoup de données vraiment solides sur des patients analysés avec le Covid-19. Néanmoins, il y a tout un pan de la littérature et d'hypothèses qui sont extrêmement robustes et solides et qui peuvent expliquer cette association. Il y a bien entendu le fait que quand on a une obésité et notamment un excès de tissu adipeux abdominal, on a une moins bonne capacité des mouvements respiratoires, notamment lorsque l'on est alité, et ça peut contribuer à ce besoin d'intubation, mais pas seulement. Ici, je vais vous montrer les principales hypothèses physiopathologiques qui sont très bien reprises dans cette revue de la littérature. Premièrement, du fait de l'expansion du tissu adipeux, on sait que au niveau du tissu adipeux, on a une surexpression, et notamment chez les sujets atteints d'obésité, ce fameux récepteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine 2. Et donc, cela induit une augmentation notamment de l'entrée du virus et après de sa réplication virale au sein de l'organisme. Et c'est un élément fort, et notamment, on sait également que dans les situations d'obésité, cette surexpression du récepteur est aussi vraie dans les voies respiratoires les plus basses. Ça a été montré dans des modèles murins. On sait aussi que chez les sujets atteints d'obésité, on a une surréactivation du fameux système rénine-angiotensin-aldostérone, et celui-là peut être pourvoyeur de lésions pulmonaires, notamment sur le plan de la vasoconstriction, de l'inflammation, et peut induire des fibroses plus importantes dans le cadre de cette hyperactivation du système rénine-angiotensine. On a aussi tout un pan solide de la littérature qui nous montre que les sujets atteints d'obésité ont souvent une hypercoagulabilité, notamment par la surexpression de facteurs de coagulation, également une dérégulation de certaines protéines impliquées dans la fibrinolyse, ce qui favorise les thrombus, les microthrombus, et on le sait aussi que les problèmes de thrombose et d'embolie pulmonaire sont prédominants également chez les patients atteints de formes sévères de Covid-19. On a enfin également quelque chose qui est un peu plus exploratoire, mais qui a un soutènement physiopathologique qui se tient et qui est important, c'est la dysbiose qui existe chez les sujets atteints d'obésité. Et notamment chez ces patients, on sait qu'il y a une dysfonction de la barrière intestinale qui, elle aussi, pourrait favoriser l'entrée du virus dans les organes, et ensuite pouvoir avoir des actions plus sévères ou plus graves au niveau de la dissémination du virus au niveau multi-organes. Et un dernier point, qui est un point important, je pense, dans cette physiopathologie, c'est l'inflammation, et notamment la dysimmunité des sujets atteints d'obésité, qui est également bien documentée, qui a également été une des hypothèses majeures des infections sévères pour la grippe H1N1. Comment ça marche? Alors, c'est vrai que c'est complexe, l'immunité. Je salue tous nos collègues virologues et qui travaillent dans l'immunologie, parce que c'est quelque chose que je découvre un petit peu, moi, en ce moment. Ce qu'on sait, en tout cas, c'est qu'il existe une inflammation de bas grade chez les patients atteints d'obésité. Cette inflammation de bas grade, elle crée en fait une espèce de suractivation à minima des cellules immunitaires, et notamment des lymphocytes T et B. On a une sécrétion un petit peu basale augmentée de tout ce qui est cytokine, et notamment l'interféron alpha et les interleukines, interleukin 1 et 6. Et ce qui me parle bien, moi, qui vient du métabolisme, c'est ça.
il y a une résistance à la leptine et on sait que la leptine est impliquée notamment dans la cascade de régulation et de l'activation de la réponse immunitaire, notamment des lymphocytes T qui luttent contre les infections virales. Et donc nos patients ont un système immunitaire un peu mollasson, un peu endormi, qui ne leur permettent pas de bien se défendre contre l'infection virale et le Covid-19 du fait de sa dysimmunité. J'espère avoir tenu le temps. En tout cas, ce que je voulais faire passer comme message clé à retenir, c'est qu'il y a, oui, une forte prévalence de l'obésité parmi les formes sévères de Covid-19, que l'obésité dès un IMC supérieur à 30 est associée à une augmentation du risque d'intubation pour ventilation mécanique. Et en revanche, le risque de mortalité, qui devra être encore un peu précisé avec d'autres données, semble être quand même largement plus associé à l'obésité la plus sévère et les IMC supérieurs à 40. Et il existe pour ces associations plusieurs facteurs physiopathologiques qui sont impliqués et bien documentés. La dysimmunité, la surexpression du récepteur de l'angiotensine, de l'enzyme de conversion de l'angiotensine 2 et une inflammation de bas grade associée à une hypercoagulabilité. Je vous remercie de votre attention et je serai bien entendu ravie de pouvoir répondre à toutes les questions que vous pourrez avoir sur ce sujet. Merci beaucoup, Cyrielle, pour cette présentation hyper précise. Bon, je pense qu'il y aura des échanges, des discussions. Simplement un tout petit rappel, tu évoques l'hypercoagulabilité, et donc la prévention qui en découle, bien sûr, qui est corrélée au poids. On parlera tout à l'heure, sur une autre session de prévention de la thrombose, et bien le BMI nous change nos ABAC de prescription. Pour revenir sur la mortalité, Cyrielle, c'est une mortalité à J28, j'imagine, où c'est une mortalité totale. Tu sais un petit peu, parce que la question qui se pose sur des très longs séjours en réa, j'imagine que l'obésité, pour ceux qui en sortent, c'est un impact extrêmement fort sur tout le post-réa qu'il y a à faire. Tu sais un petit peu ce cut-off. Est-ce qu'on a des visions de personnes obèses qui ont été en réa, qui ont eu des séjours longs et la réhabilitation ensuite? Alors, en tout cas, pour les données là que j'ai présentées, à part Coronado, qui sont effectivement des données très précoces à J7, les données de Kaiser Permanente sur la mortalité, là, c'est un suivi longitudinal avec des patients dont on sait ce qu'ils sont devenus. Donc, a priori, là, il n'y a plus la question de la durée de la sortie de réa. Et les données également qu'on présente avec François Patou, là, on a suivi les patients et on sait ce qu'ils sont devenus. Donc, c'est assez solide. Après, pour la question à proprement parler des patients atteints d'obésité qui sortent de réa, malheureusement, nous, on ne les a pas encore vus. Donc, je pense que c'est plutôt une question auquel nos confrères réanimateurs pourront répondre. Il y a aussi ce fameux paradoxe de l'obésité qui existe et qui fait que, pour le coup, il peut y avoir aussi quand même un effet protecteur. Un patient, comparé par exemple à un patient avec un IMC très faible, dénutri, aura peut-être plus de ressources pour arriver à passer ce cap difficile qui est la réanimation. C'est des choses qu'on connaît bien. Donc, il y a aussi ce paramètre à prendre en compte. Mais pour ce qui est ensuite des suites post-réanimatoires, je pense qu'il faudra qu'on revoie nos patients et on n'en a pas encore revu beaucoup, heureusement, qui ont été hospitalisés en réanimation, de mon expérience personnelle. Moi, j'ai aussi une question pour Cyrielle Cossi. Dans les hypothèses, sur le plan pronostic, l'impact de l'obésité, je pense qu'il est indiscutable. Enfin, vous avez bien présenté toutes les données. Sur le plan de l'explication, il y a beaucoup d'hypothèses. Dans l'hypothèse que vous avez présentée, on suspecte une réponse immunitaire insuffisante associée à l'obésité. Si c'est vraiment le cas, on devrait trouver des charges virales plus élevées chez les malades obèses en comparaison des non-obèses. Alors moi, ces données, je ne les ai pas vues. Est-ce que vous avez vu ça, c'est-à-dire une confirmation d'une hypothèse dysimmunitaire associée à des charges virales plus élevées chez les obèses? Je ne l'ai pas vu passer pour le Covid. D'ailleurs, c'est une étude qu'il faudrait qu'on fasse. Par contre, ça a été bien documenté pour H1N1 et pour notamment la grippe. Donc oui, les patients atteints d'obésité ont des charges virales plus importantes, ils se défendent moins bien, ils sont surtout, ça on en parle un peu moins, mais contagieux parfois un peu plus longtemps du coup, parce qu'ils se défendent moins bien de cette infection virale. Donc ça a été documenté pour d'autres infections virales, mais je n'ai pas vu passer de données sur le Covid.
Merci beaucoup. Tout à fait. Il n'y a pas eu d'études publiées charge virale et obésité avec l'atteinte sévère, mais ce qu'on sait, nous, avec la grippe, les personnes obèses, elles souffrent plus et surtout, il y aura les surinfections bactériennes qui se rajoutent, qui aggravent la situation, avec toute la pathologie immunitaire, comme vous l'avez bien expliqué. Mais certainement, il y a un facteur. Hein, peut-être on va se pencher sur ça. Je sais que l'équipe d'immunologie aussi de Lyon Sud, ils m'ont contacté pour justement développer cette étude avec Dr El Jaafri et voir ce que ça donne sur le plan charge virale, immunité, avec toute la perturbation métabolique du système cytokine, virus et perturbation bien sûr lipidique ou autre. Ok. Tout à fait. Il y a un autre point, si je peux me permettre, du coup, c'est sur les aspects de vaccination. Il y a aussi, du coup, probablement une moins bonne réponse à la vaccination. Donc, il y a aussi ce champ qui est exploré, pas forcément là pour le Covid, mais qui a été exploré pour la grippe, de savoir s'il faut des doses différentes chez les patients atteints d'obésité. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très fort, en tout cas, et bien documenté déjà. Ok, Cyril, on évoque également le diabète, on a parlé tout à l'heure. Ce diabète, est-ce qu'il y a des conséquences en médecine ambulatoire, de surveillance ou d'orientation plus précoce vers une évaluation hospitalière en fonction de l'HbA1c? On sait que c'est l'autre ratio qui sort sur la sévérité et le risque d'aggravation. Est-ce que tu as des messages aussi aux thérapeutiques proposés? Alors, ouais. Ce qui est important de noter quand même, c'est que dans l'étude Coronado, et ça c'était un message un peu surprenant et clé pour nous, c'est que oui, ils avaient tous une hémoglobine glyquée qui n'était pas tout à fait en moyenne, qui était à 8%, hein, donc effectivement pas tout à fait bien équilibré, mais par contre, l'hémoglobine glyquée n'était pas un facteur qui était associé à la gravité, c'est-à-dire l'hospitalisation en réanimation. Donc c'était quelque chose qu'on n'aurait pas pensé, en tout cas qui nous a un petit peu surpris. Quoi qu'il en soit, la glycémie, en tout cas la glycémie d'entrée en hospitalisation, était, elle, pour le coup, associée aux formes plus graves et à la réanimation. Donc on est bien sur quelque chose qui a l'air d'être aigu. Donc on le sait bien hein, que le risque majeur, c'est la décompensation du diabète et l'hyperglycémie en période d'infection, notamment l'infection au Covid-19. Ce qui est très important, il y a eu beaucoup de messages d'éducation qu'on fait passer à nos patients, notamment ceux qui sont sous insuline, ne pas hésiter à monter les doses pour contrôler une hyperglycémie, se surveiller, faire beaucoup d'autosurveillance glycémique. Donc ça, c'est des messages qui ont été très vite relayés pour l'éducation des patients et qui est bien entendu pour qu'ils puissent gérer au maximum chez eux tant qu'il n'y a pas de besoin de support d'hospitalisation. Après, c'est vrai que pour toute la tranche de patients diabétiques moins sévères qui sont sous antidiabétiques oraux et qui n'ont pas forcément d'indication de surveillance de glycémie, là, c'est effectivement plus, on se dit que il n'y a pas besoin nécessairement de vérifier la glycémie, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte si quelqu'un se dégrade, un patient diabétique se dégrade, mais ça, tout le monde le fait effectivement en situation d'urgence. Ok. Jean-Christophe, d'autres échanges? Je vois une question sur le chat. Il y a donc une interrogation sur l'impact de la génétique ou de l'origine géographique dans l'étude internationale qui a été citée. En fait. Est-ce qu'il y a une hétérogénéité liée à l'origine géographique? Ça a été ajusté sur l'effet centre. Donc, a priori, en tout cas, on s'est affranchi de ça. C'est vrai qu'on avait quand même beaucoup d'Européens, un peu moins, quelques partenaires nord-américains, mais moins en proportion. Et on n'a pas trouvé de signal important sur l'origine géographique, mais on est peut-être encore sur… c'est une belle cohorte, hein, c'est 1500 patients, mais je pense qu'à l'avenir, on arrivera à avoir plus de données, oui. Okay, merci beaucoup. Thomas, moi, je n'ai plus de questions. Non, mais c'est bon, je crois qu'on a fait notre dû. On va passer à la diapo suivante pour annoncer ce qui nous arrive la semaine prochaine. On revient sur une session gériatrique avec le docteur Gojard, parce qu'il y a eu beaucoup de questions et beaucoup de questionnements par rapport à cette population vieillissante et le Covid. Donc, ça sera évoqué la semaine prochaine. Je vous remercie. À très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, bonne soirée.